Bonjour à tous et à toutes. Vous avez reconnu votre serviteur. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre podcast préféré, Au-delà de la sueur. Et aujourd'hui, nous avons deux sportifs. Voilà. Le premier, c'est un footballeur. Et la personne qui va l'accompagner aujourd'hui, c'est une rugbywoman. Voilà. Donc, sans plus tarder, voilà, je vais demander à nos invités de se présenter et je vais commencer par la dame. Moi, c'est Andrea Dirabou-Kouassi, ancienne capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire de rugby et aujourd'hui directrice d'une école. Et moi, c'est Mohamed Bané, footballeur ivoirien en activité et consultant en télé. D'accord. Donc là, vous avez le profil, les différents profils qui nous attendent. On va échanger donc pendant ce temps-là autour d'un thème qui vous passionne tous les deux. Voilà, l'éducation dans le sport. Donc déjà, vous vous êtes présenté, mais je vais revenir un peu plus par toi. Quand tu dis directrice, mais avant ça, au niveau du sport, qu'est-ce que tu étais précisément? Alors, en profondeur. Ok, bon, d'abord, j'ai été championne de France de lutte féminine, lutte libre féminine. Non. En plus de ça, j'ai été championne de France de rugby en première division du championnat français. Et puis, après ça, expérience en tant que capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire de rugby. Donc voilà un peu le palmarès. D'accord. Donc aujourd'hui retraité, Oui, devenu ça me fait directrice. mal de le dire, mais oui, retraité. D'accord. Ok. Mohamed et toi? Moi, j'ai toujours été footballeur. Je suis toujours footballeur, je suis en activité et par ailleurs, j'ai d'autres activités à côté, des questions de syndicat, consultance télé et tout ça. Donc, c'est ça mon actualité. D'accord. Quand tu dis que tu as toujours été footballeur, c'est parce que ta coéquipier a débuté dans la lutte, c'est ça? Ouais, c'est ce que je veux dire. Bon, c'est vrai D'accord. qu'après, pas en professionnel, mais j'ai joué un peu au basket. Ok. Hein, beaucoup plus jeune, j'ai joué au basket. Mais bon, en tant que professionnel, ça a toujours été footballeur. D'accord. Et là, aujourd'hui, tu joues où pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis au COK, Club Omnisport de Korogo. Je viens de finir ma deuxième saison avec le club. Et puis voilà, on continue l'aventure avec, D'accord. Il est gardien de but, hein. Il n'est pas joueur de champ. Mais tu as fait aussi des sélections locales. ouais, des sélections avec les A', avec les jeunes, les U20. Ok. D'accord. Donc là, le décor, il est bien planté. Ma première question, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème-là d'éducation dans le sport? Bon, pour moi, c'est assez clair parce que en tant que directrice, je touche de très près l'éducation et puis le sport forcément parce que j'ai presque toujours été sportif de haut niveau. D'accord. Mohamed, toi? Bon, moi, c'est beaucoup plus pour l'accompagnement, parce que, comme elle l'a dit, elle a été professionnelle. Aujourd'hui, elle est plus en activité dans le sport, mais elle continue de servir. Elle est jeune, donc elle peut encore apporter, à sa communauté. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus, à penser à l'après-football, ou, je veux dire, après carrière sportive, parce que on finit nos carrières très souvent très jeunes. Et on a la possibilité d'apporter des choses à la communauté, mais quand on n'a pas vraiment d'éducation ou de vocation, ça devient compliqué. D'accord, ok. Donc, dans l'après-carrière, il y a Andrea qui t'a déjà dépassé. Donc, dans ta fonction quotidienne de directrice d'école, comment est-ce que tu arrives à insérer le sport, ou bien les disciplines sportives là, au niveau du programme scolaire? Bon, c'est bien d'être directrice parce qu'on a vraiment la possibilité de mettre en place sa vision pour les élèves. Là, ils font du rugby, ils font du basket, il y en a qui font du tennis. Enfin, vraiment, l'idée, c'est qu'ils découvrent un max de sports. Régulièrement, on a des initiations aussi à certains sports. Il y a Oli, la machine, par exemple, qui est venue intervenir pour apprendre tout ce qui est boxe et tout ça aux élèves, ils ont adoré. Donc régulièrement, j'essaie de faire ce lien-là entre la rigueur que le sport nous demande, la rigueur, la discipline, le courage, le respect, et aussi ce qu'ils doivent apporter en cours. Donc toutes ces compétences-là, au final, ils les ont aussi dans leur scolarité quelque part. Ok, d'accord. Bon.
je vais profiter sans son autorisation pour te dire que l'invitation aussi est donnée pour que tu puisses initier Ouais, bien sûr. les infos pour se dégager. Bien sûr, complètement. Je pense que ça leur fera vraiment, vraiment plaisir. D'accord. Avec plaisir, en tout cas. Ok, et Mohamed, toi, Hum. dans l'éducation, tu as parlé de syndicat, j'ai dit d'après-carrière. Comment est-ce que concrètement, parce que tu as aussi un cadre du CO Congo, comment est-ce que concrètement tu arrives à éduquer tes petits frères dans ce domaine? Déjà, c'est de donner des conseils par rapport à son expérience personnelle. Le football et le sport en particulier, des fois c'est aléatoire. Il y a des bons moments, des moments des moins bons. Donc après humainement, il faut être outillé pour pouvoir gérer toutes ces choses-là. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est l'individu qu'on est en dehors du terrain. Je pense que c'est ça qui est plus important parce que le terrain, comme j'ai dit, des fois, on passe que 1h30, 2h par jour. Alors qu'en dehors, on continue de vivre. Donc, pour moi, c'est important d'avoir des valeurs qui nous servent dans le sport et surtout en dehors. C'est ce qui fait de nous quelqu'un dans la vie, pas nécessairement ce qu'on produit comme sportif. C'est une vie. C'est très court en fait. Ça s'arrête vite. Donc, c'est vraiment pour l'avenir de nos petits frères, pour leur donner des conseils par rapport à comment s'orienter quand tout va bien. Quand on est dans le sport, c'est vrai que des fois tout marche. Et il y a un moment où les gens appellent ça une petite mort quand tu arrêtes le football. Voilà, tu perds tes habitudes. Mais si tu as eu la chance quand même d'avoir une bonne éducation, d'être bien structuré, tu peux continuer ta vie tranquillement et continuer à servir. Donc, je me permets de rebondir aussi sur ça, d'où l'importance des études aussi. C'est vrai qu'il y a le facteur personnalité, il y a le facteur études. Il y en a beaucoup qui pensent que parce qu'ils ont une passion sportive, alors tout s'arrête au niveau scolaire, mais non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est la preuve. J'arrête ma carrière, mais étant donné que j'ai un master en management des entreprises, ça me permet de continuer sur autre chose. Je leur dis, il faut s'impliquer aussi dans vos études, même si votre projet c'est d'être footballeur, même si votre projet c'est d'être policier ou quoi que ce soit. Dans quelle que soit la passion que vous avez, impliquez-vous d'abord dans ce que vous êtes en train de faire maintenant, arrivez au bac, au moins, et puis après, ça va vous servir dans tous les cas. D'accord. Avant de poursuivre sur ce que tu as donné comme information au niveau du cursus universitaire, Mohamed, toi, je pense que tu as un BTS en comptabilité. Ouais, finance comptabilité. En finance comptabilité. C'est ça. D'accord. Comment est-ce que... J'avais pas le choix, du coup. Ah, ok. Ouais. Comment est-ce que déjà, on décide de continuer le sport, donc étant jeune, et les études, et puis choisir la finance comptable? Donc, comme j'ai dit, j'ai pas choisi. J'ai été élevé par ma mère. Donc, moi, ma mère me laissait tout faire. Donc, j'ai mon oncle qui est son grand frère qui m'a récupéré parce qu'il a trouvé que j'étais brillant depuis le primaire. Mais arrivé à un moment, quand j'ai commencé à rentrer dans l'adolescence, j'ai commencé à être moins bon à l'école. Donc, il m'a récupéré. Et quand je suis arrivé chez lui, j'avais fait le BPC et je devais maintenant choisir mon second cycle. Okay. Voilà. Donc, il m'a dit, bon, écoute, parce lui, il était dans l'enseignement technique, et il m'a dit, tu vas rentrer en finance comptabilité. Bon, donc, j'ai fait un bac G2. C'est là-bas que j'ai fait mon bac G2. Et quand je faisais le bac, j'étais déjà au Stella. D'accord. Stella Club, en classe de terminale, je rentrais au Stella, je dois avoir 16 ans, 17 ans. Donc, quand j'ai fait le bac, vu que nous, en G2, pour ceux qui savent, on a des rudiments de comptabilité qu'on nous donne. Peut-être les matières qu'on n'avait pas, c'était, je crois, fiscalité, 2-3 matières. Donc après, il m'a dit, bon, écoute, si tu veux, tu peux faire ton BTS en candidat libre. Donc, il fallait bosser un peu. Et puis bon, c'est ce que j'ai fait. Et puis bon, j'ai pu avoir le BTS. Mais en même temps, je jouais au football. Je continuais de jouer quand il y avait des périodes creuses ou quand j'étais en vacances. Ça coïncidait avec les périodes d'examen. Je faisais mes examens, en fait. D'accord. Capi, il dit il faut bosser juste un peu. Les doux, hein. Non. Il cumule le foot et les études. Et puis il dit il suffit juste de bosser juste un peu. Pour toi aussi, c'était le cas, juste un peu pour avoir le master.
Oui, bah, enfin, moi, c'est la même chose. C'est le même, entre guillemets, le même tableau que lui, les parents, pour pouvoir continuer mon sport, surtout ma mère. Moi, mon père était sportif aussi. Donc, pour lui, il n'y avait pas de souci. Mais pour ma mère, c'était les études, les études, les études, vous connaissez. Donc, si tu veux pouvoir continuer ton sport, il faut que tu me ramènes de bonnes notes. Donc, il fallait toujours, Ah. finalement, réussir pour pouvoir continuer. Mais je dis, toi, ton master, c'est à la fin de la carrière que tu, Pas du tout. pendant que tu... Oui, pendant toujours. De toute façon, j'ai toujours fait sport-études. Donc même avec Ok. la lutte, avant, j'étais au collège-lycée. Je faisais en même temps la lutte, quoi, donc mes entraînements. Après, elle a la Après. chance. Elle a la chance quand même d'avoir fait ça dans un environnement qui le facilite. C'est ça. Chez nous, un Ouais. peu le problème, c'est ça. C'est que même quand moi je rentrais au Stella, on me disait à un moment, c'est que je partais en cours, on me disait il faut choisir. Malheureusement, c'est ça. Et quand Ok. on est jeune, des fois, on pèse pas le pour et le contre. On est vraiment dans notre passion. Moi, je veux jouer au football. Donc, tu penses même pas à demain, tu vois. Donc, tout de suite, le choix, il est fait. Mais heureusement, j'ai quand même eu mes parents qui m'ont dit, voilà, il faut que tu fasses tes diplômes parce que c'est important. Et puis, j'étais presque à la porte du bac, donc fallait pas arrêter. Ça a été moi ma chance. Malheureusement, pour certains qui rentrent un peu plus tôt dans les centres de formation, ils n'ont pas nécessairement cette chance-là parce que aujourd'hui, c'est avec l'environnement sport-études en Côte d'Ivoire, il n'est pas ouvert à tout le monde, en fait. Ça, Ok. c'est vrai ce qu'il dit. Moi, c'est pas ma réalité du Ouais. tout. Parce que moi, j'ai grandi en France, donc, Oui. dans le nord de la France. Et c'est clair que tout était adapté pour nous. Donc, si on a des compétitions, c'est pas un souci. Mais vraiment, tout était adapté pour qu'on puisse pratiquer notre sport et aussi évoluer normalement dans nos études. Et c'est bien de le dire, c'est un paramètre que moi, je n'ai pas. C'est Ouais. facile pour moi de dire, ben oui, il faut continuer les études, mais il y a certains jeunes qui n'ont apparemment pas ce choix aussi facile, Facile, en fait. ouais. Ouais, C'est ça. ok. Dans le nord de la France, tu étais à Lille. Oui, c'est ça. Ok. La ville que j'ai dit les voisins Lensois appellent la ville des riches. Ah bon, hein? Et les Lensois appellent les cheminots, les charbonneurs. Ah bon, hein? D'accord. Donc, en tant que directrice, est-ce que depuis que tu as commencé, tu as eu un cas, par exemple, où un de tes élèves ou bien un parent d'élève est venu te voir pour un enfant qui voulait arrêter l'école, j'ai dit au profit de sa passion sportive? Non, heureusement, je n'ai pas encore eu ce cas-là. J'ai des élèves qui évoluent dans des clubs, notamment tennis, basket et football. Il y en a, voilà, il y en a qui évoluent dans ces disciplines-là. Mais pour l'instant, il est hors de question d'arrêter les études, sachant en plus que, voilà, moi, en tant que sportif, les parents le savent. Ils savent que je mettrai tout en œuvre pour que les élèves puissent continuer Dans le cursus. les deux. Et c'est un vrai projet d'ailleurs que j'anticipe un peu, mais c'est un vrai projet que j'ai pour mes jeunes, d'ouvrir cette voie-là de sport-études pour les élèves. J'espère que d'autres écoles me suivront dans ce projet-là. D'accord. Donc, on va dire même que, j'ai dit en tant que directrice, même tu es un élément de motivation pour tes élèves qui, même si c'est difficile à l'école. Complètement. Oh, ok. Complètement. Je leur dis souvent, je leur ai dit, voilà mon parcours. Moi, j'ai réussi à faire mes études et aussi mon sport. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Je leur dis, le parcours ne peut pas être parfait. Encore une fois, je ne leur demande pas d'être parfait, c'est de faire de leur mieux, tout simplement. Donc on essaie, et même si ça fonctionne pas, on recommence, on tombe, on se relève, tout simplement. D'accord. Alors, moi, j'ai profité pour dire merci à ma mère aussi parce que, je pense en seconde, j'ai fait la première tentative d'arrêt. Après, en seconde, elle m'a blagué, bon, va jusqu'au bac. Et puis, je pense que j'étais au deuxième trimestre de terminale. Voilà, parce que c'était la classe qui me fatiguait le plus, puisque j'avais pas la tête. Et puis, on m'a dit, tu es déjà arrivé, il reste juste quelques mois, va. Même si ça n'a pas marché, on va s'asseoir, on va voir. Et puis, bon. Aujourd'hui, on a vu que le sport n'a pas abouti, mais les études nous aident dans le quotidien. Mohamed, tu parlais d'environnement qui est totalement différent. Est-ce qu'au vu de ta carrière avec tous les clubs que tu as fait, je vais essayer de voir, hein, tu as dit Stella en jeu, je connais le Stade,
l'Africa. Ouais. Tu as fait JCA? Ouais, j'ai fait la Voilà. JCA. Ouais, j'ai fait la Standard, Benjerville. Ok, Benjerville, ça c'est ici. Ouais. Et puis tu as fait 2 ou 3 ans au Maroc. Ouais, 2 ans. Ok, d'accord. Déjà ici, de toute cette période, dans cette traversée, est-ce que tu as eu des joueurs, j'ai dit, qui étaient dans le cas où ils venaient te voir parce qu'ils voulaient continuer, mais ils n'avaient pas, j'ai dit, le soutien ou bien les moyens pour pouvoir cumuler les deux? Pas des joueurs, mais je dirais plutôt des parents. Ok. Même ce matin en venant, j'ai vu une dame dans ma cité qui me disait, il faut que je vienne te voir, il y a mon fils qui veut jouer au football et tout, il est à l'école aussi. Je lui ai dit, il faut qu'il aille à l'école. Parce que pour moi, je sais ce que ça m'a apporté et les opportunités que ça m'a donné, les portes que ça peut m'ouvrir. Donc, comme j'ai dit, la carrière de sportif, elle est assez courte, très courte. Les sportifs de très haut niveau font 10 ans au haut niveau, très haut niveau. Donc, 10 ans dans une vie, c'est pas grand chose. Après, c'est vrai qu'on peut être emporté par la passion quand on est jeune. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup de calculs. Et comme elle a dit, ailleurs, il y a cette structuration-là qui est faite pour pas que les deux se gênent, se chevauchent, en fait. Donc, c'est tout à fait normal pour un jeune qui a 20 ans, qui est en centre de formation dans un centre de formation d'un club, d'avoir son bac, d'avoir ses diplômes. Mais ici, c'est différent parce que déjà, la plupart des jeunes qui font du football on vient pour la plupart de quartiers populaires. Donc déjà, ça c'est une problématique. Les parents, l'école déjà pour financer les études, c'est compliqué. Et le sport, c'est une grosse loterie que tout le monde à laquelle tout le monde joue parce que les parents se disent, moi j'ai pas les moyens, si mon fils est réussi au football, ma vie elle change. Oui. Donc tout de suite, on n'a pas ce besoin-là d'imposer à l'enfant l'école ou les études. Donc on laisse l'enfant faire parce que des fois on n'a même pas les moyens d'assumer sa scolarité. Ça aussi c'est un problème. Et pour moi je pense que là je m'adresse peut-être aux clubs qui viennent recruter ces enfants-là tout jeunes, d'aider à scolariser ces enfants-là, d'aider ces enfants-là à vraiment avoir un petit niveau scolaire. Parce que, comme j'ai dit, une carrière, c'est pas très long. On peut avoir des qualités. Si on a le corps qui suit pas, on peut se blesser, on peut arrêter de jouer au football. On peut avoir 20 ans, 22 ans, on peut plus jouer au football. On n'a pas de diplôme, on n'a rien, on a 22 ans, on est livré à nous-mêmes. C'est quand même des cas, c'est des cas sociaux, en réalité. Donc, moi, c'est pour parer à tout ça, je donne toujours le conseil aux jeunes qui veulent abandonner les études pour le sport. J'ai toujours, allez-y à l'école. Allez à l'école. J'en ai connu certains, Maury, avec qui j'ai joué au stade, qui avait fait son bac à l'époque. Il y en a un autre, Maxime, qui était allé plus loin que moi-même, qui avait des masters et tout ça, qui jouait au stade, mais qui faisait ses cours. C'est des jeunes, quand vous les suivez dans leur progression, vous sentez qu'il y a une certaine stabilité, une certaine sérénité parce que justement ils ont eu la chance de se construire avec la culture qu'ils ont eue à l'école et tout ça. D'accord. Nous, dans le rugby ivoirien, on n'a pas ces problèmes parce qu'il n'y a pas cette loterie, enfin, il n'y a pas cet espoir d'avoir un jour énormément d'argent. Donc, c'est très facile de dire aux joueurs et joueuses de rugby, continuer l'école parce que ils savent que c'est ça le plus important et que le rugby, c'est plus, on va dire du plaisir. C'est vraiment de la passion et du plaisir. Puis, même si on représente le pays et tout ça, mais ça reste très amateur. Parce que c'est pas professionnel aussi. Et contrairement à la France, moi, j'ai été aussi impressionné par ça parce que mes coéquipières, c'était des médecins, c'était des chefs d'entreprise, c'était des comptables, c'était enfin vraiment des experts comptables. On avait enfin voilà, donc c'est vraiment c'est ça. Moi d'ailleurs il y a eu une tragédie incroyable pendant une mêlée. Il y a une de mes coéquipières qui se blesse, mais elle-même elle était médecin. Donc quand elle fait son point, elle voit que ses vertèbres ne fonctionnent pas. Elle fait son diagnostic toute seule. Et tout. Ben, vous voyez, mais que des gens qui ont un niveau incroyable, un niveau scolaire incroyable sur le terrain. Et puis on dit ah ouais quand même.
D'accord. Donc, je dis sans véritablement faire une analyse, je dis profonde ou une étude même scientifique, on peut dire aujourd'hui que on retrouve beaucoup plus, je dis de sportifs qui ont un niveau scolaire ou éducatif plus avancé dans les autres sports par rapport au Au football. football, ouais. Ça, je peux confirmer même au basket. Parce que moi, comme j'ai dit, je joue au basket. J'avais des amis avec qui je joue au basket. Après, vous allez voir que comme c'est pas très professionnalisé, Oui, c'est ça. les horaires sont assez flexibles. C'est 18h, 20h les entraînements. Donc, les gens, ils ont le temps de venir. Ils s'entraînent pas tous les jours. Alors que quand moi, je suis rentré dans le football, il faut s'entraîner tous les matins. À 8h, 9h, tu dois être là. Quand tu finis l'entraînement, tu es lessivé. Tu peux même pas aller en cours. Donc, je pense que c'est un peu ce côté-là et je parle même de professionnalisme. Encore le football, on est encore loin du vrai professionnalisme. Oh, oui. Je veux dire que l'industrie du football ici est beaucoup plus développée que celle des autres sports. Ouais. Donc, je pense que c'est ce qui joue un peu, à la défaveur des athlètes. Et en même temps, qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui veulent faire du football C'est ça. que les autres sports. D'accord. OK. Est-ce que, je vais dire, il y a des actions pour toi, Mohamed, au niveau du syndicat, des actions quotidiennes que tu peux nous citer, où tu conseilles, à la limite même tu éduques les joueurs, tes petits frères et tout. Bon, pas au niveau du syndicat, personnellement. C'est des choses que j'essaie de faire avec mes jeunes frères, ceux qui veulent embrasser une carrière professionnelle. Des fois, des gens avec qui je suis en club, qui ont un petit niveau, je leur dis, écoutez, si vous pouvez continuer, faire vos diplômes, c'est important. Après, c'est vraiment au-delà de la sphère professionnelle que on a des activités avec Cissé Karim. Oui. Voilà, on a monté même une ONG, on travaille sur ça. On est dans la reconversion, l'éducation des athlètes. Donc vraiment, c'est pour apporter des conseils et par rapport à notre vécu, d'apporter des conseils aux jeunes, de leur donner une voie directrice. Après, ça va pas suffire parce que c'est vraiment un gros chantier. Oui, franchement, c'est un gros chantier où il va falloir des fois qu'on se fasse accompagner. Même pour que ça aboutisse, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique. Parce que moi, je dis, par exemple, si vous prenez la masse de jeunes qui fait du sport, qui abandonne l'école, si vous regardez le niveau ou le taux de déscolarisation précoce, c'est à 90% lié au sport, football, pour la plupart des jeunes. Moi, je connais plein de jeunes dans mon quartier qui vont plus à l'école. Peut-être parce que les parents n'ont pas les moyens, peut-être pour d'autres raisons, mais la plupart du temps, ils sont dans le football. Ils veulent faire du football, ils veulent réussir dans le football. Alors que je connais un peu les stats, c'est sur une génération de 30 jeunes, tu as un seul qui deviendra professionnel. Donc, quand tu imagines les générations qui s'enchaînent et qui passent, finalement, tu regardes qu'au haut niveau, il y en a que très peu qui émergent. Donc, ça veut dire que tout le reste, ils sont délaissés pour compte, ils deviennent des cas sociaux. Et donc, c'est vraiment une problématique sur laquelle nous, les acteurs en activité, même les anciens qui ont arrêté, vraiment qu'on se penche dessus. Parce que même ceux qui ont arrêté, les anciens, ils ont des difficultés. Ils ont beaucoup de difficultés parce que justement, l'école, ça sert aussi à ça. Quand tu fais du sport de haut niveau, que tu brasses beaucoup de succès, je vais pas parler que d'argent, oui. Faut savoir profiter. Faut savoir profiter, faut savoir réseauter pour vraiment essayer de construire un patrimoine sur du long terme. Mais quand malheureusement on n'a pas cette éducation financière là ou bien cette éducation tout court, on se perd un peu parce que le succès c'est une grosse vague qui vient. Quand t'es pas prêt, voilà, ça balaye tout sur son passage et après les carrières, on a des exemples qui sont là. On cite pas ces contemporains, mais voilà, on a des exemples qui sont là. Donc voilà, c'est pour les générations à venir. Moi, je me dis si on a des jeunes qui sont éduqués, qui font leur cursus dans le sport, il y a beaucoup de métiers. Tu peux faire kinésithérapeute, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu as un niveau que tu as arrêté très tôt parce que peut-être tu as une blessure ou peut-être que tu n'as pas pu continuer, tu peux tout de suite
voilà, virer dans quelque chose qui tourne autour de ta passion, ou même servir ta communauté parce que tu es jeune et que tu as un niveau. Mais quand il y a rien, c'est compliqué. Après, les gens, c'est difficile. C'est assez aléatoire. Il faut pas laisser toute cette jeunesse-là en griffe dans l'allée, en fait. C'est vraiment ce que j'allais dire. J'ai dit, mais il y a tellement de métiers autour du sport. C'est vrai que ce qui est visible, c'est voilà, tout le monde veut le poste le plus attractif, le plus qui paye le plus, etc. On voit un Drogba, on dit ah oui, il gagne ça. J'ai envie d'être un Drogba, j'ai envie d'être. Mais en réalité, il y a plein de comment dire, de possibilités autour. Ouais. On peut coacher, on peut être un agent de joueur. On peut, enfin, il y a tellement de disciplines que c'est bien aussi de mettre, peut-être que c'est une des clés, c'est de mettre tous ces postes-là en valeur pour donner à ces jeunes qui sont passionnés par le sport de se dire bon, ok, d'accord, sur la performance, enfin sur le terrain, peut-être que j'ai pas ce qu'il faut, mais à côté j'ai des qualités qui peuvent servir dans d'autres sphères. C'est juste ce que quand tu parlais de gestion de réseau, de tout ce que le succès peut attirer, j'ai pensé à ta rencontre avec le ministre Zorobi. Oui. Est-ce que dans ton parcours, tu t'es dit, bon, je dis, quand tu échanges avec des gens, tu t'es dit, tu as peut-être rencontré des personnes qui se sont dit, bon, c'est une sportive, c'est une star, et quand vous avez échangé intellectuellement, en termes d'éducation, ils se sont dit, oh, là, on voit quelqu'un qui court derrière un ballon, on voit bien plus. C'est clair qu'en plus, rugby, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un jeu d'intelligence. Moi, je fais ce débat-là avec je fais ce débat avec tous mes amis pour leur dire que le rugby, c'est le sport le plus technique pour moi, collectif, et puis c'est le sport le plus intelligent. Quand ils me demandent pourquoi, je dis, prends simplement le seul sport où pour avancer, tu joues en arrière. Non, okay. Donc, tu dois être intelligent. Non, ça demande énormément d'intelligence. Et donc, c'est ça, les gens se disent, oh, ça, c'est un truc de bagarreur seulement, on se cogne et puis c'est fini. En réalité, moi, quand je suis arrivé dans le club, on m'a donné un dossier de 132 pages exactement à retenir. Ce sont des projets de jeu. Tu vois, c'est un projet de jeu. Tu as 132 pages et à chaque entraînement, on change, enfin à chaque match, pardon, la stratégie change. Ça veut dire que quand sur le terrain, tous les placements sont déjà définis. C'est-à-dire qu'une personne, on va dire des codes, dès qu'on annonce lapin, tu sais que boum, tu dois te placer à tel endroit. On annonce, je sais pas moi, 1, 2, 3, 5 rouge, je dois me placer à tel endroit. C'est-à-dire, et au fur et à mesure, pendant tout le match, les gens annoncent ça. Donc, il faut retenir, je sais pas combien de combinaisons pendant le match. Il y a des gens qui vont venir te cogner à chaque fois que tu auras le ballon. Il y a des joueuses qui vont pas forcément respecter le jeu. Donc, ça veut dire qu'on a annoncé un truc, mais il va vite falloir t'adapter parce qu'il y en a une qui a décidé que elle a eu la vision. Tu t'adaptes à chaque fois, continuellement comme ça sur le terrain. C'est un truc incroyable. Les 132, c'est propre à votre club qui a la stratégie, une direction du sportif du club a mis en place. Ou bien on va dire, dans toutes les écoles de rugby, on a un minimum, par exemple, de 50 millions de 100. Chaque club met en place sa stratégie, mais en fait, il y a tellement de postes. Déjà, il y a la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, et chaque personne fait des choses différentes. Donc, ça veut dire que sur un truc, sur la mêlée, par exemple, voilà comment vous allez sur la mêlée, vous avez 10 combinaisons. Parce que le but, comme je disais, c'est de passer dans les espaces. Sur la mêlée, vous avez 10 combinaisons. Sur la touche, vous avez 20 combinaisons. Si tu as fait les combinaisons, au fur et à mesure, les gens entendent, les gens connaissent. Donc, ça veut dire que dans ton truc, il faut changer au fur et à mesure. On dit, cette équipe-là, c'est que quand vous dites rouge, vous allez garder le ballon au sol. Donc, il faut changer. Donc, tout ça là. Et puis, imagine un peu, tu arrives en équipe nationale, les codes changent encore. Tu changes d'équipe, tous les codes changent. Il faut retenir encore tous les codes. C'est un sport impressionnant et on s'arrête jamais. On compare au football américain, mais au football américain, il y a des attaquants, il y a des défenseurs, ils font des pauses, etc. Nous, 40 minutes, on enchaîne, tu plaques, tu te relèves, tu soulèves quelqu'un, tu descends, tu gardes là, non, c'est quoi, un moment, on fait même limite par automatisme, parce que tu n'as plus le temps de réfléchir. Elle a dit quoi? Ok, je me place, je suis derrière, je suis pas au mètre, il faut que je cours pour aller me replacer. C'est hyper physique et hyper, ça demande une intelligence incroyable. Donc, quand tu arrives
Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile en Côte d'Ivoire d'évoluer, parce que les gens ne se rendent pas compte qu'il faut un projet, il faut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre sur les zones du terrain ce qu'il faut faire. Donc même moi, quand j'arrive et que je dis, on va faire comme à l'école, je dis, j'ai pris mes fiches et j'ai tout noté. Voilà, on est là, on fait ça, on est là, on fait ça, on fait ça. Et parce qu'il faut jouer, on se fait faire les passes seulement. Non, non, non. Il faut travailler. Et enfin voilà, c'est pour dire que c'est un sport très complet. D'ailleurs, je perds le fil en parlant de en parlant de stratégie. Voilà, on était sur, est-ce que tu as rencontré des gens qui ont vu une personne beaucoup plus intelligente que la sportive? Exactement. Donc, quand on commence à discuter, évidemment, les gens se disent, ah oui, derrière, il y a quand même du bagage. J'ai eu à faire le MINEP, c'est une conférence avec tous les ministres des sports de tous les pays, en fait, du monde. Il fallait justement parler de la condition des athlètes féminines et comment il fallait faire pour les accompagner, nos difficultés, voilà, ce à quoi on fait face. Mais on t'invite pas à un truc comme ça si tu n'as rien dans la tête. Tu t'exprimes devant les ministres du monde entier. C'est d'ailleurs là que je fais la rencontre du ministre Zoro qui était venu accompagner je sais pas, représenter la Côte d'Ivoire à ce moment-là. Donc c'est quand même, il dit ah bon, et puis lui-même il découvre aussi finalement que dans son pays il y a des personnes qui sont intéressantes, il y a des personnes qui font des choses pour montrer certaines disciplines. Il y a des gens à qui on dit il y a du rugby en Côte d'Ivoire. Les gens continuent à dire il y a une équipe de rugby en Côte d'Ivoire, en plus rugby féminin. Ah oui, il y a une équipe. Ok, voilà. D'accord. En termes de projet à court et moyen terme, toi tu avais déjà brossé un peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Concernant l'éducation dans le sport, déjà c'est comme j'ai dit, il faut déjà qu'il y ait une volonté politique. C'est important. C'est vrai que on peut essayer chacun de son côté de faire des choses, mais ça sera compliqué. Et dans notre sport, s'il n'y a pas de réforme, ça va être compliqué. J'en ai parlé une fois très rapidement avec le président de la fédération. Il faut mettre des réformes en place, c'est-à-dire les clubs qui ont, je pense, des centres de formation, même s'ils n'ont pas les infrastructures pour, ils doivent veiller à ce que leurs pensionnaires soient scolarisés. Minimum jusqu'à ce qu'ils aient, 18 ans. 18 ans, c'est l'âge du bac aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc c'est déjà pas mal. Et puis derrière, ça va permettre aussi de vulgariser un peu la chose, de permettre aussi aux jeunes de vraiment se développer dans les études. Donc comme j'ai dit, nous on va faire un travail, on le fait déjà, on va faire un travail de sensibilisation, essayer de donner des tips parce que on est dans le milieu, voilà, pour faciliter les choses. Donc déjà c'est ce que nous on fait de la sensibilisation. Comme je t'ai dit avec Cissé Karim, on a fondé une petite ONG. Donc voilà, on essaie d'avancer tranquillement, c'est surtout ça, essayer de conseiller nos jeunes frères pour pas qu'ils abandonnent. Ceux qui ont abandonné depuis longtemps, c'est de leur trouver des formations à faire. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on a eu un projet avec l'association des footballeurs, qui avait un projet de formation, après de financement de projet. C'est que ça a vraiment pas décollé parce que bon, écoutez, dans le milieu, les gens ils sont pas faciles, à convaincre. Donc, c'est un peu ces choses-là qu'on essaie de toucher en attendant. Comme j'ai dit, si on a vraiment un appui, on va dire, qui vient d'en haut, ça va être beaucoup plus poignant, ça va permettre de toucher beaucoup plus de monde. Et vous savez qu'ici, les gens, ils fonctionnent par réseau, connaissance. Par réseau, et puis aussi, voilà, ils se fient qu'à ce qu'ils voient. Je pense que si on a des exemples de footballeurs qui étaient un peu en difficulté, qui ont pu faire des formations, qui se sont réinsérés, tout de suite, ça va de bouche à oreille. Ah oui, lui, il a fait ça. Tout de suite, les gens ont commencé à s'intéresser. Donc, c'est un peu ça. Déjà, nous, c'est notre activité. Et comme moi, je suis encore sur le terrain, c'est un peu compliqué niveau temps, voilà, de faire des choses. Mais sinon, en général, c'est ce qu'on fait. Essayer avec l'association aussi, essayer d'aider les joueurs qu'on peut aider. Voilà, c'est juste ça. D'accord.
La directrice, tu avais parlé au départ de progression de l'école vers un projet sport-études. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir juste un peu plus de détails sur ce projet-là? Ben, tout simplement imiter le modèle que moi j'ai connu, ça veut dire permettre aux élèves d'intégrer des clubs. Et le fait de faire ce partenariat-là, ça veut dire que tant que les clubs, d'ailleurs ça peut être intéressant, nous on pourrait réduire le coût de la scolarité des élèves à partir du moment où ils sont inscrits dans un club. C'est-à-dire que finalement c'est le club et l'école qui supportent toute la carrière de l'élève. Ok, je comprends. Donc, et aussi, donc ça, ce serait dans plus des sports différents. Donc, pour donner le truc, il y a la fédération de touch rugby, ça, c'est une autre discipline, ça reste le rugby, mais sans le contact. On m'a approché, qui a dit vraiment, nous, ça nous intéresse d'avoir des élèves qui s'entraînent, donc qui ont un club, qui sont dans un club de touch rugby, et en même temps, qui sont dans l'école. On les suit. Et si on peut avoir plusieurs disciplines comme ça, qui viennent se joindre à nous, moi, ça me dérangerait pas aussi de pouvoir accompagner des épreuves. Il faut voir la zone géographique, mais le projet, c'est ça. Permettre de donner certains avantages supplémentaires aux élèves qui s'entraînent. En plus de ça, on a parlé des horaires. Parfois, un élève qui fait du sport ne peut pas venir aux horaires classiques. Donc nous, le but, c'est de nous adapter, mettre des professeurs qui vont suivre particulièrement ces élèves-là. Quand ils ne peuvent pas venir à l'école, il y a des professeurs qui vont pouvoir les prendre aux horaires où eux, ils peuvent venir. Ah, ok, voilà. Ce que tu dis là, ça me fait penser à tout que j'avais suivi, l'interview de Lukaku, origine. Romelu Lukaku, un footballeur qui, lui, il a commencé sa carrière pro à 16 ans, première division en Belgique. Donc, il disait qu'à partir de 15 ans, c'était compliqué. Il partait au cours, il finit le cours. Et il n'a pas le temps, il marche. Juste voilà l'entraînement. Dès qu'il finit l'entraînement, il revient au cours. Donc, il a des examens les oreilles étaient harmonisées. Soit le club l'autorisait à manquer cet entraînement. Et puis, il partait composé où on repoussait la date. C'est exactement ça. L'examen et tout ça. Pour les devoirs, pour les compos, les interrogations, c'est pareil. Si vraiment on n'arrive pas à tomber d'accord sur les dates établies par le collège, il n'y a aucun souci pour que l'athlète puisse venir faire son devoir après, tout seul, etc. Et puis là, dans ce que tu as dit, ce que je trouve encore beaucoup plus intéressant, c'est que là, on dit à l'inverse de ce qu'on voit avec les centres de formation de catégorie top en Côte d'Ivoire, ASEC, Yamsoko, Racine qui héberge les joueurs. Là, les joueurs, ils viennent au cours dans ton école et ils vont dans leur club je dis c'est externat et tout. Et là, c'est plusieurs disciplines qui peuvent être. Exactement. Ils continuent à avoir la vie scolaire normale quelque part. Parce que là, c'est vrai qu'ils sont entre foot, ils ont la même réalité. C'est pour eux aussi, c'est bien de couper, de voir d'autres personnes qui n'ont rien à voir. Ce qu'il dit est intéressant, ce que mon a dit est intéressant, parce que moi, je peux le faire à mon niveau, mais pour que ça ait une portée beaucoup plus grande, il faut qu'on nous suive. Il faut d'autres établissements, il faut que l'État suive également. Imagine, bon là, moi je suis à la Riviera 2, donc forcément pour toucher les personnes, ça va être entre guillemets ceux qui seront autour de la zone. Cocody, c'est là que ça reste intéressant. Mais si on arrive à mettre ça en place dans toutes les écoles, vous voyez un peu ce que ça peut faire. Ça peut être un projet, mais comme les Agora où on peut avoir au moins, je dis, débuter par un projet une école dans chaque zone, voilà. Ouais, c'est vrai. Après, comme elle a dit, c'est important que ce soit des athlètes qui touchent à cette question-là, parce que ce qui est intéressant, et pour le dire, nous, on a eu la chance de rencontrer quelques autorités du pays qui se sont dit, qui ont senti en fait, quand on leur expliquait comment ça fonctionnait, mais qui tombaient des nues, en fait. Après, eux, ils voient pas ça. Eux, ils se disent, ils voient que ceux qui réussissent au sport. Alors que la grande majorité est derrière. C'est ceux qui sont dans les quartiers. Peut-être même plus talentueux, mais qui n'ont pas eu la chance, tu vois. Après, c'est des jeunes, qu'il faut pas laisser comme ça.
Moi, je me dis, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important de faire attention à tous ces jeunes-là. Et pour dire, moi, je disais à une ministre, je disais, madame, vous savez qu'il y a des jeunes qui finalement sont passés par la Méditerranée parce qu'ils ont échoué au sport. Juste pour ça. Si on leur donne des outils pour se refaire pendant qu'ils sont jeunes. J'ai dit, madame, moi, à 30 ans ou à 37 ans, je serai plus bon au sport. Alors que dans l'administration, c'est maintenant qu'on est promu. Et elle a dit, effectivement, c'est vrai ce que tu dis. Donc, pour dire que eux, ils ont cette vision qui est un peu décalée. Et nous qui sommes dans le milieu, on sait comment ça fonctionne. On sait pourquoi ça fonctionne comme ça aussi. Parce que justement, les gens n'ont pas le regard assez, je veux dire, que nous, on a sur la question. Ils voient pas ces choses-là, tu vois. Même au niveau même des fédérations, les gens, ils s'intéressent qu'aux meilleurs, à ceux qui réussissent et tout. Mais après, il y a beaucoup de jeunes qui sont laissés pour compte. La pression, par exemple, et je dis souvent, quand les jeunes, quand ils sont en centre de formation, ils ont beaucoup plus je vais pas dire respect, mais beaucoup plus de considération pour ce que le coach leur dit que ce que leurs parents leur disent. Parce que le coach, pour eux, c'est celui qui va leur ouvrir la voie. Et si aussi les coachs qui sont dans les centres de formation ont ce discours-là avec les jeunes, vous allez voir que il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que les jeunes, ils veulent faire du sport. Si on met des stratégies en place, on fait que tous les centres de formation sont impliqués dans la chose, et qu'il y a le coach qui dit, moi, je vais voir vos notes. Si vous n'avez pas de bonnes notes, vous entraînez pas. Ce que ça va créer, mais ça sera incroyable. Vous allez voir les enfants qui vont se battre à l'école. Parce que là, il veut faire que du foot. Donc, tout ce qui va lui permettre de faire du foot, lui, il est prêt à s'engager à 200%. Et ça, c'est quelque chose qui peut quand même aider. C'est vrai que eux, ils sont encore jeunes, mais au fur et à mesure, on peut toucher, voilà, des gens, on va dire les catégories de U16, U17. Et c'est comme ça que on arrive à mettre sur pied, même si on n'a pas les moyens des grandes nations qui développent vraiment cette filière sport-études, mais on peut s'ajuster. Avec le peu de moyens qu'on a, on peut essayer de structurer, de mettre des gens sur place pour essayer d'accompagner justement ça. Parce que moi, je me dis qu'on perd beaucoup de matière grise. Elle a parlé de l'intelligence de jeu des sportifs, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Elle a parlé du rugby, il faut connaître les lois. Il faut connaître les stratégies. Au football, quand on voit des gens courir sur le terrain, c'est des gens qui courent après un ballon. Alors que il y a tellement d'intelligence dedans. La prise d'information, les lectures de trajectoire, de regarder, je prends un exemple simple, hein, de voir comment donner une trajectoire qui va vriller à un ballon. Tout ça, on va dire, c'est des mathématiques. Donc les gens, ils sont intelligents, mais ils sont seulement exposés à l'intelligence du football. Si on leur permet d'avoir accès à d'autres types d'intelligence, je pense qu'ils pourraient vraiment se développer sur ce plan-là. Et demain, quand ils auront arrêté de jouer au football, ils pourraient encore servir. Donc, c'est ça la question. Est-ce que nos autorités sont conscients de tout ce que le sport peut apporter au niveau compétences dans une entreprise? Parce que c'est vrai que les gens sont très... J'ai l'impression que quand on parle de sport, quand on dit qu'on veut développer ça, on a l'impression qu'on est juste sur l'aspect physique. Sauf que c'est pas que l'aspect physique. Moi, aujourd'hui, si je suis là, si je peux m'adresser à vous, si je peux être, entre guillemets, sereine quand je m'exprime, c'est aussi grâce au sport. Parce que quand on est capitaine, t'es obligé de prendre la parole. Donc, tout ça, ce sont des petites choses, mais ce sont des qualités qu'on demande dans une entreprise. Quand on dit observer l'esprit d'équipe, le respect, ce sont des choses qu'on développe dans le sport, mais qui nous permettent aussi humainement et au niveau, dans une entreprise, de pouvoir performer. Moi, je sais que j'ai postulé un poste de cadre en France dans un cabinet de recrutement. Je n'avais aucune expérience et j'ai tout misé sur mes compétences acquises pendant mon sport. Je leur ai dit, vous cherchez quelqu'un qui a un esprit d'équipe. Je joue au rugby. Vous cherchez quelqu'un qui n'a pas peur du stress, qui gère bien son stress. Je joue des matchs importants tous les week-ends sous la pression. J'ai basé
tout mon entretien sur les compétences acquises pendant le sport et j'ai été recruté. Donc, c'est pour dire que à partir du moment où on est conscient que les deux sont liés, on a vu récemment nos taux de réussite au bac qui sont très faibles, 40%. Et peut-être que, en misant, quand tu parlais de vision, de stratégie, peut-être qu'en misant aussi sur le sport de nos jeunes, on va développer indirectement ouvrir leurs esprits, ouvrir leur intelligence davantage. Et puis, peut-être que, pareil aussi, ça va avoir un impact vraiment positif sur les notes. J'étais en Angleterre, je vois des jeunes filles dans la rue, on voit des jeunes filles prendre le ballon et puis sur une place publique aller jouer au foot. Je n'ai jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Elles prennent le ballon, c'est vraiment comme on peut dire, allons, comme deux filles peuvent dire, allons faire du shopping. Elles prennent le ballon, on se fait un foot et puis elles jouent comme ça au foot. Moi, j'étais waouh quoi. Enfin, donc vraiment, je pense qu'il faut prendre conscience de l'importance du sport dans le mindset de nos jeunes et puis que le gouvernement puisse nous accompagner parce qu'on a beau faire, on va faire, c'est vrai, mais tant que ils ne nous suivent pas, on va pas arriver. Il y a des choses auxquelles j'ai eu accès en Côte d'Ivoire, mais c'est dû à mes coéquipières qui sont en France. J'ai une coéquipière qui fait énormément de conférences. Dès qu'on lui dit, écoutez, on cherche un truc en Côte d'Ivoire. Ah, mais j'ai une coéquipière il y a un business qu'on souhaite développer en Côte d'Ivoire. Ah, j'ai une coéquipière qui est capitaine de l'équipe nationale. Je vous mets en relation. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai touché, par exemple, Decathlon. C'est grâce à ça. Donc le réseau est tellement important. On n'a pas besoin d'avoir une fonction énorme. On dit parfois un gardien peut donner accès à un patron. Je veux dire, c'est le réseau. Donc même nos jeunes, s'ils commencent à voir que il y a un monsieur qui était je sais pas moi, qui était là, celui qui s'occupait de nos maillots, il a réussi à m'ouvrir telle porte pour avoir accès à un joueur qui venait. Et il va se dire, ah oui, d'accord, ça c'est lui aussi, on parlait des coachs, mais lui aussi, il a son importance quelque part à travers entre guillemets, une petite charge de travail. Il a réussi à m'ouvrir telle porte. Il suffit juste de toutes petites actions pour pouvoir faire de grandes choses, pas forcément déployer des milliards et des milliards, mais pas nécessairement. voilà. C'est vraiment, c'est pour moi, je me dis, si on a la bonne lecture, vraiment il faut diagnostiquer. C'est important. On ne peut pas résoudre un problème qu'on n'a pas mesuré. Ouais. Et je pense que les gens ils mesurent pas en fait ce qui se passe. Pour moi, je dis, c'est triste de voir que des jeunes, moi je dis toujours, c'est des jeunes. Même ceux qui arrêtent à 35 ans, moi je vais avoir 36 ans bientôt, je suis encore en activité. Mais j'ai cette chance-là, peut-être, parce que c'est à cause de mon hygiène de vie, mais je peux jouer encore jusqu'à 40 ans, gardien de but. Je le souhaite pas, c'est fatigant. Ah bon? Non, je souhaite pas, c'est fatigant. C'est fatigant C'est fatigant, ouais. Mais je veux dire que vous avez ces possibilités-là de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, je m'en fais grâce quand même de pouvoir jouer au football, de pouvoir faire de la télé, parce que j'ai eu une base en fait à l'école. Donc c'est vrai qu'il faut travailler aussi derrière, c'est pas facile, mais ça ouvre toujours une petite porte quelque part. Donc demain, quand on dit souvent la petite mort, c'est-à-dire la retraite, qu'elle arrive, qu'on n'est pas préparé, c'est là que c'est difficile. On arrive à mal gérer on va dire, on tombe dans l'oubli. Et si on n'est pas suffisamment armé pour affronter cette vie-là, c'est compliqué. Moi, je parle pour moi, mais moi, peut-être que je suis chanceux d'avoir des possibilités ou des opportunités avec les associations et autres. Mais je parle aujourd'hui pour la grande majorité qui n'a pas eu cette chance-là, qui s'est laissé, peut-être, on va dire, par insouciance, absorbé par sa passion, qui voulait faire du sport ou du football, qui n'a pas eu la chance de réussir, de devenir professionnel, qu'aujourd'hui, peut-être à 20 ans, 22 ans, 23 ans, peut plus regarder en arrière parce que le temps est passé, on peut plus avancer dans le football, on a rien appris d'autre. Donc moi, vraiment, pour moi, c'est un cri de cœur
Et en même temps, j'exhorte tous mes frères qui ont la possibilité de continuer les études, vraiment de le faire, même si c'est compliqué, de le faire, d'essayer quand même de le faire. Ça réussit pas toujours, mais il faut essayer de le faire. Je pense que avec le temps, si on a les moyens, si on a, je vais pas parler d'infrastructure, mais si on a quand même le soutien et l'accompagnement qu'il faut, on pourra aider beaucoup de jeunes à s'en sortir. Et moi, je veux rester optimiste, hein. Même si on a fini, on n'a pas eu le temps de faire les études à temps, quelque part, on est arrivé à la retraite. Il faut pas non plus tomber, voilà, faut pas se laisser mourir parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je veux dire, voilà, faut quand même, voilà, retenir ce petit truc que c'est jamais la fin. Peut-être que, justement, à ce moment-là, on a un petit, on a comment dire, ce regret-là, on s'est dit, mais mince, je sais, ça s'arrête trop tôt. Mais peut-être que justement c'est l'occasion de rebondir et de se reconstruire vers autre chose. On finit jamais d'apprendre. Il y en a qui commencent à apprendre à 50 ans. Donc petit message optimiste, s'il y en a qui n'ont pas eu le temps de le faire pendant la carrière sportive, même après, ne lâchez pas. D'accord. Donc là, on va dire qu'on a quand même fait la première partie, la première période de notre match. Ouais. Là, on va enchaîner avec la deuxième période. D'accord. On va pas rentrer dans les vestiaires cette fois. Ok, ça marche. Voilà.